Bonsoir, merci de nous rejoindre. Prenons la direction du Marais Poitevin pour débuter cette édition. C'est l'une des destinations les plus prisées depuis la fin du confinement. La fréquentation des embarcadères du Sud-Vendée est en forte hausse. Les balades en barque ont repris il y a une dizaine de jours, encadrées par un protocole sanitaire. Reportage Alexia Janet. À tout à l'heure. Malgré un mois de retard, la saison démarre sur les chapeaux de roue pour ces bateliers. Depuis sa réouverture le 13 mai, cet embarcadère voit les touristes défiler. Il faut même faire la file pour prendre son embarcation sur la Venise verte. Le week-end prolongé de l'Ascension, par exemple, ces bateliers ont amené plus de 600 personnes à travers le Marais Poitevin. À partir du moment où tout rouvre, les gens réservent directement leur place à droite à gauche et puis ils veulent vite venir pour pouvoir se dépayser entre guillemets, quoi. Donc je dis oui, effectivement, quand ça a réouvert pour l'Ascension, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues faire leur balade, elles attendaient ça depuis très longtemps. Et ouais, c'était une belle journée, ouais, le début de l'Ascension. Victime de son succès, l'embarcadère est même obligé de refuser des clients. Pour cette reprise, les bateliers doivent respecter un protocole sanitaire qui leur prend du temps et limite donc le nombre de balades dans la journée. Là où un guide pouvait repartir aussitôt, par exemple en promenade, là il va prendre 5-10 minutes entre chaque barque pour pouvoir nettoyer sa barque, la désinfecter. Et donc ça, cumulé sur le nombre de guides et le nombre de balades potentielles dans la journée, forcément on perd des clients. Alors ceux qui ont la possibilité de partir sont contents qu'on prenne, mais effectivement on fait beaucoup de déçus malheureusement. Donc c'est compliqué de passer de zéro activité à 100%, voire des fois aller au-delà. C'est la deuxième année consécutive que les bateliers se retrouvent privés d'avant-saison. Malgré la fréquentation du moment, cela ne suffira jamais à rattraper le manque à gagner. Mais le gérant reste optimiste. Pour lui, l'important est de reprendre une activité économique. Le fait de beaucoup travailler sur les mois d'ouverture, au moins au niveau des saisonniers, alors leur contrat est réduit malheureusement pour eux, mais ils restent avec des bons contrats de saison. Après, on ne fera pas le chiffre d'affaires total des années précédant Covid, même avec beaucoup d'affluence, parce que notre capacité d'accueil reste quand même malgré tout limitée. Les bateliers espèrent pouvoir terminer leur saison comme prévu en novembre, sans fermeture forcée, et ainsi pouvoir assurer un été qui s'annonce prometteur. Au chapitre éducation, la plupart des épreuves écrites du bac seront notées en contrôle continu. Seules la philosophie et le grand oral ont été maintenus pour les terminales. Les épreuves anticipées de français pour les élèves de première se dérouleront également comme prévu le mois prochain. Incompréhensible pour les citrons pressés. Le collectif qui regroupe des professeurs de plusieurs lycées vendéens estime que l'examen n'a pas pu être préparé dans de bonnes conditions. Les nouveaux programmes de français sont extrêmement lourds et nous avons manqué de temps pour les préparer correctement. Nous avons en plus pu assister à des conditions très angoissantes de scolarité pour nos élèves, avec des conditions de préparation très inégales d'une famille à l'autre, d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre. Et nous ne comprenons pas pourquoi ces examens sont maintenus et pourquoi les épreuves de français sont maintenues alors que beaucoup d'autres épreuves ont été annulées. On ouvre une page politique avec les élections départementales. Le scrutin se déroulera les 20 et 27 juin prochains. Dans le canton de Montaigu-Vendée, le conseiller départemental sortant Wilfried Montassier a décidé de ne pas se représenter. La conseillère sortante Isabelle Rivière, elle, brigue un nouveau mandat. Vice-présidente sortante du département et maire de Trèves-Septier, Isabelle Rivière se présente aux côtés d'Éric Salin, maire de Chavagne-en-Paillé. Tous les deux sont âgés de 58 ans et se présentent avec le soutien de la majorité actuelle. On a à défendre donc ces solidarités, c'est une des missions centrales du département, l'accompagnement des plus vulnérables, mais de façon générale, l'accompagnement des familles, soutenir l'économie et l'emploi, et puis avoir un regard évidemment sur cette qualité de vie et la préservation de l'environnement à travers peut-être un attachement particulier aux mobilités décarbonées ou bien cette qualité de l'eau, c'est quand même très important, et on aura un regard je crois, assez principal autour de cette jeunesse. Et se présentent également dans ce canton Gabriel de Chabot et Jacqueline Dieu-Langard pour le Rassemblement national et Patrick Rabier et Marie-Thérèse Vidiani pour la gauche. Poursuivons notre tour d'horizon des candidats avec le canton de Saint-Jean-de-Mont. 5 binômes sont en lice, dont celui investi par le Rassemblement national. Il est composé de Corinne Fillet, comptable âgée de 59 ans, et d'Éric Mauvoisin de Lavaux, réalisateur âgé de 56 ans. Il nous détaille quelques propositions.
Saint-Jean-de-Mont est un canton d'agriculteurs et d'éleveurs et de marins-pêcheurs. Et donc, je pense qu'il y a à revoir un petit peu tous les systèmes. Je voudrais surtout parler de circuits courts, de localisme, de bien-être animal. Nous avons beaucoup de micro-élevage sur la Vendée, surtout sur le canton de Saint-Jean-de-Mont, avec un abattoir qui a disparu à Challans, qui pose beaucoup de problèmes. Donc, j'essaye actuellement de développer et de travailler sur le projet d'abattage à la ferme. Et les 4 autres binômes candidats sur ce canton sont Françoise Besson et Laurent Méo pour la gauche, Noël Fauché, Amélie Rivière d'hiver droite, Martine Horry et Louis Gibier d'hiver droite, ainsi que Virginie Bertrand et Fabien Gabory. En bref, le décès de Jeanne Briand. Elle avait occupé le poste de maire des Herbiers de 1989 à 1995. Elle avait été élue à la suite de son mari Anselme, avec qui elle avait créé dans les années 50 la société Briand, devenue aujourd'hui le groupe Briand, spécialisé dans les constructions métalliques, bois et béton et qui emploie 1200 personnes. Jeanne Briand avait 97 ans. Parlons d'agriculture à présent. Alors que des discussions ont lieu actuellement autour de la répartition des futures aides européennes, la profession s'interroge sur son avenir. Les difficultés financières poussent certains exploitants jusqu'au suicide. Alors pour prévenir ces drames, un dispositif baptisé AgriSentinelle se développe. Il s'agit de former les techniciens des chambres d'agriculture, les salariés des coopératives ou encore les vétérinaires à détecter les signes de mal-être chez les agriculteurs. Explication, Alix Lanos. Quand Emmanuelle Gauthier s'installe en 2007 en tant qu'éleveuse de vaches laitières, pas question pour elle de travailler seule. Car elle sait déjà qu'entre le rythme, la conjoncture économique ou encore les contraintes météo, le métier ne laisse que peu de répit. On est des chefs d'exploitation agricole, donc on est des patrons. Et aujourd'hui, on a des produits qui ont une faible valeur ajoutée et des charges qui sont en perpétuelle augmentation. Donc les revenus agricoles sont assez tendus. Mais après, on a d'autres pressions aussi, de par les nouveaux moyens de consommation des consommateurs. On va parler d'agribashing et on a parfois le sentiment d'être critiqué alors qu'on on fait notre métier par passion et c'est ça peut être difficile à vivre. Autant de raisons qui plongent parfois les agriculteurs dans une profonde détresse. Franck Bettis est technicien inséminateur. Il a été formé pour repérer ces signes de détresse chez les exploitants qu'il rencontre. Il est ce qu'on appelle une sentinelle. C'est malgré tout un exploitant par jour qui passe à l'acte. C'est un décès par jour, malheureusement. Il faut savoir écouter, faire parler. Et c'est là que les formations nous permettent de repérer certaines phrases qui doivent nous interpeller, qui peuvent nous accrocher pour amener les gens à s'exprimer, à côtoyer les personnes qui vont les permettre de rebondir. Alerter, repérer et orienter les agriculteurs en difficulté, c'est tout l'objectif du réseau AgriSentinelle, qui forme les volontaires qui travaillent au contact de ces agriculteurs pour s'impliquer dans la prévention du suicide. On ouvre une page sport avec l'épilogue du Vendée Globe. C'est la tradition à chaque édition. Le vainqueur laisse les empreintes de ses mains sur le remblai des Sables d'Olonne. Yannick Bestaven a donc inauguré sa plaque. Il rejoint Michel Desjoyaux, encore François Gabard, le skipper de Maître Coq, surpris et heureux de laisser cette trace. C'est toujours impressionnant. C'est la première fois que ça m'arrive de mettre mes empreintes dans une ville et que ce soit au Sable qui m'a vu partir et revenir vainqueur de ce Vendée Globe. C'est vraiment un honneur et c'est pour ça que je remercie tous les Sablés, les Vendéens pour cette belle plaque offerte sur le remblai. Ouais. C'est une grande émotion, hein. Dans la vie d'un homme, c'est quand même rare de pouvoir vivre ça. Donc c'est sûr de savoir que cette plaque, elle va être là pour l'éternité, comme il a dit. On ne se rend pas compte, mais bon, ça me fait plaisir et c'est vraiment un honneur pour moi. Merci à tout le monde. Hein. Et Yannick Bestaven a reçu ensuite son trophée de vainqueur lors d'une cérémonie à huis clos que vous avez pu suivre en direct sur TV Vendée. Des trophées ont également été remis au 3e Louis Burton et à Charlie Dalin, 2e de cette édition, mais rappelons-le, premier à avoir franchi la ligne d'arrivée. Une autre cérémonie est prévue le 25 septembre au Sables d'Olonne en présence du public si les conditions sanitaires le permettent. Et puis la date de départ du prochain Vendée Globe, ce sera le dimanche 10 novembre 2024.
Avant de refermer cette édition, cette question, comment parler du Covid-19 avec les enfants, comment les aider à vivre avec cette période particulière. À Mouzeuil-Saint-Martin, une école a fait le choix de laisser s'exprimer les élèves sur la pandémie à travers des dessins et des mots, des témoignages recueillis dans un livre qui vient d'être publié. Marie-Aimée Copleutre. Après plusieurs mois de travail, 207 livres ont été remis aux parents d'élèves et aux habitants de Mouzeuil-Saint-Martin. Dans ce livre de 72 pages, on trouve des photos, des images et des mots d'élèves sur la Covid-19. L'objectif, faire parler les enfants sur la pandémie. On a répondu à des questions sur le Covid-19 et à des questions par exemple à quoi ressemble le Covid ou des choses comme ça. J'ai compris que ça énervait tout le monde. C'est comme une grippe mais en plus fort et dangereux. C'est l'association des parents d'élèves qui a mis en place ce projet. Séduit par l'idée, l'équipe pédagogique a aménagé des heures de classe pour faire travailler collectivement les 105 élèves de l'école, de la petite section au CM2. Ça permet déjà de s'exprimer librement sur leurs ressentis, sur leurs émotions. Et sur une situation qui n'est pas forcément facile pour eux à vivre, mais pour laquelle ils ont fait preuve quand même de beaucoup de patience et d'adaptation. Le projet s'est mis en place très simplement parce que les enfants étaient déjà très investis dans tout ce qui était respect du protocole sanitaire. Ça s'est très bien passé d'ailleurs la mise en place. À 13,50 € le livre, l'argent récolté permettra de financer les sorties et voyages. En effet, depuis 2 ans, l'association des parents d'élèves n'a pas pu organiser d'événements. L'initiative du livre est unique en Vendée. Pour valoriser l'action de toute l'école, 2 exemplaires seront transmis à Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.